On se retrouve dans cette deuxième partie sur la programmation fonctionnelle. Comme je vous le disais, hein, le but, c'est de résumer le livre Croaking Simplicity, qui est enfin, vraiment incontournable si vous êtes développeur avec quelques années d'expérience et que vous voulez améliorer vos compétences dans ce domaine. Donc, on avait vu dans une première partie qu'est-ce que c'était la programmation fonctionnelle et dans une première introduction, pardon, et ensuite dans une première partie, on était rentré un peu plus en détail. Donc, je vais résumer tout ça avant de passer à la partie 2. Du coup, donc la toute première chose qu'on avait vue, c'était différencier trois catégories d'objets dans la programmation fonctionnelle, les actions, les calculs et la donnée. Donc, les actions, c'est ce qui va avoir un impact sur le monde extérieur et qui va dépendre du moment où on l'appelle, combien de fois on l'appelle. Donc là, on a envoyé un email, contacter la base de données, récupérer le temps courant. Les calculs, c'est des choses, enfin, c'est des fonctions, tout simplement, entre guillemets. Ça prend un input et ça ressort un output basé sur cet input uniquement. Il n'y a aucune, on va dire, dépendance externe. Donc là, on a la somme d'un tableau de nombres ou la longueur d'une string. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la partie data. Donc, c'est les données, ce sont des faits sur des événements ou des choses. Donc, ça va être des structures, des dictionnaires, des tableaux, des listes, etc. Et bien évidemment, en programmation fonctionnelle, on va préférer la donnée, très simple à tester, puis les calculs, un peu plus compliqués à tester mais faisables, aux actions, qui sont encore plus dures à tester, hein, puisqu'il va falloir moquer toutes les dépendances externes, etc. Trois éléments. Ensuite, on avait vu comment extraire justement à partir d'une action les fonctions. Donc là, si je reprends l'exemple qu'on avait vu, on avait du coup enlevé la variable globale shopping cart et on l'avait utilisé en tant qu'argument. Et on était d'ailleurs dans une étape secondaire où on avait également remplacé la variable globale par une valeur retournée. Donc c'est vraiment, déjà rien qu'en faisant ça, on peut déjà bien nettoyer son code. Et le but à la fin, c'est vraiment que les fonctions aient qu'une seule responsabilité. Ça va être plus simple à réutiliser, à maintenir et à tester. Ensuite, on avait vu le Stratified Design, et donc comment organiser son couche en différentes couches d'abstraction, tout simplement. Le but, c'est vraiment que chaque couche nous aide à ignorer certains détails pour nous alléger la charge mentale et qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Donc si on est quelque chose de très bas niveau, bah, qu'on voit quelque chose de très bas niveau. Et si on est quelque chose au niveau du panier, pour reprendre l'exemple, bah, qu'on voit que des éléments qui ont un trait au panier. Donc il y avait quatre gros patterns, l'implémentation straightforward, la barrière d'abstraction, l'interface minimale et le confort. La première partie, donc l'implémentation straightforward, l'idée c'est de faire des choses entre guillemets telles qu'elles viennent et surtout de faire en sorte que la signature de la fonction donne le niveau d'abstraction, qu'il n'y ait pas trop de détails. Là, dans la fonction à gauche qu'on avait, on mélangeait des boucles for qui faisaient rentrer plein de variables, on va dire bas niveau, à des choses, euh, à des choses métiers. Donc le but c'est que on ait quelque chose de plus simple et donc c'est pour ça qu'on vient créer la fonction isInCart pour remplacer ces boucles for et rendre du coup la fonction, la méthode FreeTypeClip beaucoup plus lisible. On voit des choses que métier, on comprend si c'est dans le panier, si l'autre article est dans le panier, alors on rajoute ceci, on rajoute cela. C'est plus lisible et compréhensible. La deuxième partie, c'était l'abstraction de barrière. C'était de faire en sorte que les équipes ou les collègues en fait, se- se- se répartissent le travail avec une barrière pour différencier le niveau de détail d'implémentation. Donc, le but, c'est que là, dans l'exemple qu'on avait, c'est que le marketing n'ait pas à avoir accès aux éléments bas niveau et que l'équipe de développeurs n'ait pas accès aux éléments métiers pour faciliter le travail et l'indépendance des équipes. Sur cette fameuse barrière, le but c'était de minimiser au maximum l'interface, puisque plus on met des choses au niveau de l'interface, plus il va falloir coordonner les équipes pour les maintenir. Et donc l'exemple qu'on avait là, qu'on recommandait, c'était quelque chose de très métier, donc ce n'est pas la peine de l'ajouter à la barrière. Le
Le but, c'était de minimiser cette barrière, cette interface, et de mettre ce code métier uniquement au niveau on va dire, de la stack du marketing. Et bien évidemment, pardon, le conseil le plus important, c'était ça, ce sont grosso modo des bonnes pratiques. Le but, c'est de coder avec des procédures sur lesquelles on est à l'aise. Donc, il ne faut pas implémenter pour implémenter ces bonnes pratiques. Il faut vraiment appliquer comme on est à l'aise et comme on l'a convenu avec notre équipe. À travers donc, tous ces éléments-là, on avait également vu à plusieurs reprises donc, le call graph, donc, ce qui permettait justement de voir ces différentes couches, où est-ce que sont réparties nos différentes fonctions. Donc à gauche, on voit justement plus c'est haut, plus c'est haut en termes de métier, enfin, plus c'est proche du métier plutôt. On voit que c'est les règles au niveau du panier, et puis ensuite on a les règles globales, et puis ensuite on a les opérations du panier, les opérations sur l'item, et ensuite on se rapproche au niveau du langage. Et donc l'idée, c'est justement qu'une méthode sur une couche discute idéalement avec que la couche qui est directement en dessous et qu'on évite d'avoir des flèches un peu trop grandes. À droite, on a un peu la même transposition, mais ce qu'on illustre à droite, c'est que on va avoir finalement assez peu d'intérêt à tester des choses qui vont être en haut, puisque ça va changer très fréquemment, alors que les fonctions qui sont en bas, bah, c'est un peu le socle de votre code. Donc c'est ça qu'il va falloir en priorité tester. Même si les fonctions en haut, évidemment, il faut les tester. Voilà donc pour le récap de cette introduction et de cette première partie. Maintenant, on va s'intéresser à des abstractions de première classe. Alors, les fonctions de première classe. Euh, Sur cette illustration, en fait, on voit qu'il y a différentes demandes de features qui sont toutes urgentes, hein, voire même doublement urgentes pour la dernière. Et si on lit le titre, on voit que la première, c'est pour définir le prix d'un item dans le panier. La deuxième, c'est pour set la quantité. Et la troisième, c'est pour définir la méthode de livraison. Donc à chaque fois, c'est le Chief Marketing Officer qui n'a pas l'air très content. Et la pauvre Jenna, elle reçoit tout ça, elle reçoit toutes ces requêtes qui ont quand même pas mal de similitudes. Donc, ce qui se passe, c'est que Jenna, elle va appliquer là, ces différentes méthodes. Donc, on a même la taxe qui est arrivée entre-temps. Donc, à gauche, faut faire le prix. Donc, on prend le panier, on prend le nom, on prend le prix. Et l'idée, c'est qu'on vient on vient créer un item, on définit le nom, le prix, et on l'ajoute dans le panier. On fait pareil pour la quantité en haut à droite, on fait pareil pour la méthode de shipping et pour la taxe. Object set, alors c'est vrai que c'est indiqué là, c'est une méthode qui est vue un peu plus tôt dans le livre sur l'immutabilité. Donc je ne rentre pas en détail, c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Donc là déjà, on sent qu'il y a quand même pas mal de codes qui se ressemblent énormément. Donc l'idée c'est de refactoriser, hein. Et donc on va remplacer finalement l'attribut implicite qui était dans le nom de la fonction, setPriceName, donc on voit qu'il y a price qui apparaît donc dans le nom et également en argument, et on va le généraliser pour arriver, donc comme on a à droite, avec une fonction setFieldByName, où là on vient donner le nom du field et la valeur de ce field-là. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir, comme on avait à gauche, un set by name spécifique pour à chaque fois, là on va avoir finalement faire une seule fonction, une seule méthode setFieldByName, et on vient modifier l'attribut field qu'on a ajouté. Et du coup, ça devient beaucoup plus maintenable et également un peu plus lisible. Ça, c'est mon avis personnel. La question qui peut se poser, c'est puisqu'on a rajouté finalement un field dans le code, est-ce que c'est pas plus propice aux bugs? En fait, ce qui peut être fait assez rapidement, hein, c'est de justement créer un tableau valid item fields où on vient restreindre les fields possibles et en fait, au tout début de la fonction, on vient faire une petite vérification. On vérifie que le field est bien compris dans cette liste et sinon, on lève une erreur. Voilà, donc c'est quelque chose assez rapide à mettre en place. Et surtout, c'est qu'une fois que c'est mis en place,
Après, enfin, je pense pas qu'on aille retourner sur cette fonction. Un autre reproche qui peut être fait, c'est oui, mais d'accord, là, on a mis par exemple quantité, parce que c'est comme ça qu'on l'a implémenté, mais si quand on communique avec une application externe ou une API et que c'est pas quantité, c'est nombre, ben, en fait on est bloqué. On va devoir peut-être mettre du code pour changer notre objet, parser, etc. Là encore une fois, on peut créer un objet qu'on a appelé ici translations. On va venir traduire tout simplement le nom du champ par la vraie valeur. Donc on a rajouté un deuxième if et on vient transformer le field. Bon, aussi simple que ça. C'était un premier exemple de justement de comment mettre en place quelque chose de plus approprié. Le deuxième exemple, c'est les boucles for. Les boucles for, on en a un peu partout, donc c'est pratique, mais c'est assez verbeux et c'est pas forcément très lisible. Dans pas mal de langages, on a la boucle for each. Donc là, dans le livre, il le réimplémente pour le rendre très générique, hein, même si en JavaScript, le for each existe déjà. Mais voilà, donc là, l'idée, c'est d'enlever les boucles for avec des boucles for each qui sont plus lisibles, en faisant appel du coup à des fonctions anonymes, à des fonctions anonymes tout simplement. Et le troisième exemple, c'est dans le cas où on veut appliquer entre guillemets, un même comportement autour d'une fonction. Là, typiquement, on veut faire un try catch et loguer l'erreur en fonction donc dans un cas de sauvegarde d'utilisateur, dans l'autre cas, dans la récupération d'un produit. Donc, c'est entre guillemets, du code, encore une fois, qu'on répète. Et bah, si jamais on veut changer la méthode de log, il va falloir qu'on le répète partout. Enfin, vous voyez sûrement ce que je veux dire, hein, c'est pénible. Donc, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on vient créer une, euh, une fonction donc with logging qui prend un paramètre, une fonction. Pas forcément évident quand on débute la programmation, mais on peut tout à fait passer une fonction en argument. Donc là, on voit que du coup, bah, on passe la fonction, on appelle la fonction entre le try catch et on log. Et comme ça permet bah, d'appeler tout simplement le with logging et ensuite notre fonction anonyme avec notre save user data user. Et comme ça, demain, si on veut changer la manière dont on log, eh ben on le change au niveau du with logging et automatiquement, ça va être mis à jour partout. Donc très très pratique et il faut essayer d'avoir en tête ce genre de structure. C'est très pratique et aussi très élégant. Voilà, donc ça on va dire, c'est la première partie de cette partie numéro 2. L'idée, c'est d'avoir des valeurs de première classe. Et donc, comme on a vu dans le premier exemple, euh, enlever les paramètres qui sont dans le nom. Ça, c'est l'indice d'un code SMEL, le set price by name, etc. Et de les passer en argument pour le rendre les plus génériques possible. Deuxième élément, c'est les HOF, les Higher Order Function. Donc, je ne l'ai pas forcément précisé, mais ce sont donc les fonctions qui prennent en argument une autre fonction ou qui retournent aux fonctions. C'est le fameux with logging. Et l'idée, c'est d'ajouter une couche d'abstraction et de faciliter la maintenance. L'implicit argument, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un code SML, hein, ça sent le refactoring aplané. Et la deuxième partie, donc replace body with callback, voilà, ça reprend l'exemple que j'ai pris pour le higher order function. La dernière partie du livre, je dirais c'est celle qui m'a la moins servi, hein, puisque c'est des fonctions que j'avais déjà rencontrées avant, et j'ai commencé à les utiliser avant que je sache que ce soit de la programmation fonctionnelle. Donc, j'ai découvert après coup que ça faisait des années que je faisais de la programmation fonctionnelle. Voilà, et vous les connaissez sûrement, peut-être une, peut-être deux, peut-être toutes, mais je vais vous montrer voilà, les trois incontournables de la programmation fonctionnelle. La première, c'est map. Map, qu'est-ce que ça permet de faire? Euh, Vous avez vu, enfin oui, vous avez vu, hein, il y a pas mal de boucles for quand vous codez. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a remplacé les boucles for par le for each pour rendre ça plus lisible. Mais finalement, des for each, on va en avoir partout et surtout le fait de prendre un tableau, de faire des modifications sur ce tableau, ça apparaît partout. Pour que ce soit plus mieux, tout simplement,
Bah, justement, il y a la fonction map qui va simplement appliquer une fonction sur chacun des éléments. Donc là, on a une fonction ici qu'on a appelée x to y, et en fait, on lui donne un tableau composé des x, et pour chaque x, on va lui appliquer cette fameuse fonction. Ça va nous retourner du coup des y. Donc la manière dont c'est implémenté, hein, si vous voulez la réimplémenter, c'est qu'on lui donne un tableau et on lui donne une fonction. Et ensuite, on parcourt ce tableau-là et on ajoute dans un nouveau tableau bah, le résultat de l'élément de l'ancien tableau par la fonction f. Et on retourne ce nouveau tableau. Je le précise maintenant, mais donc là, il le réimplémente. Mais ceux qui font du JavaScript savent que la fonction map est déjà intégrée, et même d'ailleurs les autres fonctions sont déjà intégrées, mais il leur explique simplement pour l'exemple et d'un point de vue pédagogique. Donc bien évidemment, si vous faites en JavaScript un tableau.map, vous avez directement accès à l'implémentation native de map. Donc là, si on reprend notre exemple, bah, du coup, on lui donne notre tableau de customers et en fait, on vient lui préciser une fonction qui prend du coup en argument un élément, enfin qui va prendre un élément au fur et à mesure de ce tableau et on veut que ça retourne donc l'email du customer qui va prendre donc un customer, les goods et les bests. La fonction filter, c'est assez similaire. Euh, Je regarde l'exemple. Ouais, ça va intervenir bah, quand on va vouloir filtrer, hein, vous en doutez. Dans l'exemple qui est vu un peu plus tôt dans le livre, à un moment, on vient sélectionner les meilleurs clients en fonction du nombre de leurs achats. S'ils ont fait plus de 3 achats, on les garde, ils font partie des meilleurs clients. C'est ce qu'on a à gauche. Euh, Ce qu'on fait à droite, c'est que bah, on va faire la même chose, mais c'est sur la date, tout simplement. C'est pour récupérer, oui, c'est pour récupérer les clients qui se sont inscrits après une certaine date. Donc ces deux structures sont très similaires et pour éviter de les répéter, bah, on peut utiliser l'outil filter. Donc filter, ça va tout simplement appliquer une fonction sur sur chacun des éléments, pardon, et cette fonction elle va retourner vrai ou faux. Elle va effectuer un test et si c'est vrai, bah, on garde l'élément dans le nouveau tableau et si c'est faux, on ne le garde pas. Donc là, x1, on lui applique la fonction isGood, c'est vrai, donc on garde x1 dans le résultat. x2, on lui applique la fonction isGood, c'est faux, on ne garde pas. x3 isGood, on le garde, etc. etc. Et donc à la fin, on obtient un tableau avec x1, x3, x6, alors qu'à la base, on avait un tableau de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Donc très pratique hein, pour filtrer sans avoir implémenté toute cette boucle for, etc. Donc, si vous voulez les détails de l'implémentation, hein, c'est ça. Filter, ça va prendre un tableau, ça va prendre une fonction qui doit envoyer vrai ou faux. Et après, en fait, grosso modo, c'est au sein de la boucle for. Si le résultat de f élément est vrai, alors on push l'élément dans le tableau, sinon on ne push pas. Et donc, si on reprend notre exemple sur les Select Best Customers, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus élégant. Filter, Customer, notre fonction sur les customers. Le dernier incontournable, c'est Reduce. C'est aussi peut-être le plus difficile à visualiser, mais aussi le plus puissant, je pense. Dans notre exemple, là, comme exemple, on a en fait, il faut qu'on compte tous les achats. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le tableau des clients, on initialise le total à 0, on parcourt le tableau des clients et on vient incrémenter le total en fonction du nombre d'achats. Donc à la fin, on a le nombre total d'achats qui est effectué par l'ensemble des clients. À droite, on vient concaténer des tableaux. Donc on a un tableau vide, résulte à la base. Et puis on parcourt tous les tableaux et on concate, on les met bout à bout. En bas à gauche, Customers by City. On instancie donc Cities qui est un objet vide. Et ensuite, on vient rajouter, donc on vient compter par ville le nombre de clients qu'on a. Et en bas à droite, on vient récupérer donc, le nombre biggest purchase. Donc on initialise biggest avec un total égal à 0. On parcourt les achats.
Et si le biggest total est plus grand que le total des achats, alors on le remplace par la purchase. Ok, en fait oui, ça vient récupérer la- l'achat le plus grand. Donc voilà, vous avez vu, à chaque fois, on vient parcourir un tableau, mais on ne vient pas le filtrer, on ne vient pas directement récupérer les éléments de ce tableau, on vient récupérer des choses, mais pour finalement retourner un autre objet. Donc le total, le result, le cities ou le biggest. Et bien pour ça, ce qui est plus adapté, ça va être d'utiliser le fameux reduce. En fait, le reduce, on va avoir ce qu'on trouve dans la littérature, qui s'appelle pardon, un accumulateur. Ici, donc c'est le initial value à 0, donc l'accumulateur est égal à 0. Et ensuite, on vient appliquer une fonction sur chacun des éléments, donc la même logique que le filter ou le map. Donc là, on va dire add sur 4, ça va faire quelque chose. Et on vient surtout l'ajouter à l'accumulateur initial. Donc là, typiquement, on vient appliquer la fonction add sur 4 et l'accumulateur. Donc 4 add 0, ça fait 4. Ensuite, on passe à l'élément suivant. Donc add 2 et 4, ça fait 6, etc. Donc en fait, on a notre accumulateur, ça va être un peu notre fil conducteur lorsqu'on va appliquer la fonction add sur tous les éléments de notre tableau. Donc à la fin, ça permet de retourner 16 en fait. Donc Redus, très pratique pour parcourir un tableau et garder en mémoire un objet un peu particulier. Donc ça c'est l'implémentation. Encore une fois, c'est la même démarche. On a notre tableau initial, on a notre valeur d'initialisation de notre accumulateur et on a la fonction f qu'on va appliquer sur chaque élément. Et ensuite for each, etc. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à chaque fois là, on retourne l'accumulateur. Ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pardon, c'était comment l'utiliser. C'est que là, comme on veut compter tous les achats, et ben, on va lui donner un radius en premier le customers. Tu parcours le customers. Au début, tu as 0 achat. Et ensuite, pour chacun de tes customers, tu as ta fonction qui prend donc en premier argument l'accumulateur total. Et ensuite, l'élément du tableau customer. Et tu viens mettre à jour l'accumulateur avec total plus la longueur des achats. Donc c'est peut-être un peu abstrait, il faut le pratiquer. Et une fois que vous l'avez pratiqué une ou deux fois, ça devient naturel. Et ouais, ça s'utilise très souvent, notamment pour compter. Pour compter ou pour construire des structures de tableau un peu plus complexes, pour récupérer le min ou le max dans des objets euh, encastrés dans les tableaux. Voilà pour les trois incontournables. Si on devait récapituler, donc le map, ça transforme un tableau en un nouveau tableau en appliquant pardon, une fonction à chacun des éléments. Donc à la fin, on a un tableau de la même dimension. Filter, ça vient appliquer une fonction de test à chacun des éléments pour savoir si oui ou non on le garde. Donc à la fin, on a un tableau d'une taille potentiellement plus petite que le tableau initial. Et le reduce, ça va venir combiner les éléments d'un tableau dans une valeur finale. Donc on va parcourir tous les éléments du tableau en appliquant une fonction qui vont venir s'agglutiner, pour ne pas dire accumuler et pas penser qu'on peut que compter, on peut faire plein de choses avec. Combiner, voilà, c'est très bien, combiner le mot qui sont utilisés. Donc en JavaScript, comme je vous disais, c'est déjà implémenté, hein, le map, le filter, le radius. Et oui, et l'avantage, c'est que du coup, comme dans l'implémentation JavaScript, le map ou le filter ou le radius renvoie un tableau, on peut les chaîner. Donc souvent, ce que vous allez voir, c'est donc soit comme on a là, on va, on va avoir deux maps qui suivent, ou on va avoir un map pour transformer les éléments d'un tableau, suivi d'un filter, pour garder que certains éléments d'un tableau. Et donc voilà pour cette petite partie sur les trois incontournables, hein. Map, on transforme un tableau en tableau. Filter, on sélectionne un sous-ensemble des éléments du tableau. Et Reduce, on vient combiner, résumer les données. Pour en savoir plus sur la partie fonctionnelle en JavaScript, il y a la librairie Lodash, hein, qui est
considérée comme la librairie standard manquante JavaScript, qui est très utile, pardon, et qui comporte bien plus d'outils fonctionnels que, que la bibliothèque standard de JavaScript. Bon, bah, du coup, on a passé en revue de tout le livre. Donc, c'était assez dense, assez compact, hein, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour y aller progressivement. Je vous invite bien évidemment à lire le livre, qui est vraiment très riche et qui va très en détail dans les exemples. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment accompagné pas à pas, et donc pour le coup, c'est vraiment très agréable et très clair, vraiment d'une limpidité incroyable. Donc voilà, enfin, c'est un livre maintenant que je recommande à mon équipe et qui va, je pense, très bientôt devenir obligatoire dans l'équipe logicielle là où je travaille. Si je résume depuis le début, ce que vous devez retenir là, de ces deux vidéos, c'est que en programmation fonctionnelle, on va avoir trois grandes catégories: les actions, les calculs et la donnée. On va préférer les données parce que ce sont c'est facile à tester, c'est simple. Ensuite, on va préférer les calculs, donc c'est les fonctions qui prennent un input, un output. Et en tout dernier, bah, malheureusement, on doit faire avec, c'est les actions. Les actions, ça va dépendre sur des éléments extérieurs, donc c'est plus compliqué à tester. Les fonctions de haut ordre, les higher order functions. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, hein, c'est-à-dire à créer des fonctions qui prennent des fonctions d'argument ou qui renvoient des fonctions. Et utilisez-les donc dans deux contextes, soit pour remplacer les fonctions où il y a un argument implicite, typiquement quand dans le nom il y a le nom d'un argument, ou pour remplacer le body avec un callback. Extrêmement pratique pour gagner en abstraction et rendre plus générique des fonctions. Et enfin, les trois incontournables, map, filter, reduce. Je vous ai remis trois graphiques qui vont vous permettre de travailler très facilement avec les tableaux tout en gardant une approche de programmation fonctionnelle et donc avoir quelque chose de peu ouvert aux bugs et aux erreurs. Et bien, on s'arrête pour ce livre-là. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'une part de lire ce livre, pardon, et puis ensuite d'essayer de le synthétiser. J'ai évidemment pas tout abordé. J'ai peut-être fait des approximations ou eu des erreurs lorsque j'ai essayé de le retranscrire. Donc n'hésitez pas à me le signaler, hein. Je serais ravi d'améliorer tout ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.